Bonsoir et bienvenue dans Zone Interdite. Ce soir, nous vous emmenons sur la planète ado, un monde souvent codé et difficile à saisir. À l'heure où les violences, les fugues, l'anorexie n'ont jamais autant défrayé la chronique, comment repère-t-on un comportement alarmant? Comment fait-on le tri entre une bonne crise d'adolescence et un malaise plus grave? Nous allons tenter ce soir, à travers plusieurs reportages, de mieux cerner cette frontière entre les vraies crises et les faux drames. C'est-à-dire rassurer ceux qui vont bien en rappelant les signes qui doivent alerter et identifier ceux qui courent de réels dangers. Où s'arrête l'effet de mode, la rébellion et où commence la déviance et le mal-être plus profond? Des coquetteries de jeunes filles à des expériences plus extrêmes où l'on frôle l'irréparable. Nous avons mené l'enquête auprès de plusieurs groupes d'ados et de leurs parents. Voici le sommaire. Dans la tribu des Japan Maniacs, on se déguise en personnage de manga. Moi je suis comme ça parce que j'aime ça. Après les gens, ils aiment pas, c'est leur problème. Pas facile pour les parents de ces jeunes excentriques. Mais tu crois que tous les Japonais s'habillent comme ça? Non, mais au moins ils respectent, tu vois. Ils respectent pas comme certains. À 14 ans, toutes les filles aiment jouer aux grandes. Là en ce moment, si tu portes un slip de grand-mère, c'est la honte quoi. Mais au collège, la provocation vestimentaire a des limites. Cette jeune fille a confondu la tenue pour la plage et la tenue pour l'école. Anorexique et fière de l'être. Sur le net, les pro-Anna vantent une maigreur qui fait peur. Un modèle dangereux pour les ados fragiles. Nicole Richie, en plus, elle soutient le mouvement pro-Anna. Elle porte le bracelet rouge aussi. Piercing, tatouage, scarification, jusqu'où peuvent aller les jeunes mal dans leur peau et qui sont les gourous de ces nouvelles pratiques? On fait 4 trous, on passe 4 crochets, on le suspend et il fait comme il veut. Look gothique, référence macabre, idée noire, le satanisme fait des émules chez les ados. Je cassais des trucs dans les cimetières, je crachais sur les tombes. Les gens qui faisaient le bien, j'aimais pas. Comment les aider à sortir de l'enfer? On commence en douceur avec une tendance qui attire de nombreux ados, c'est la Japan Mania. Le pays du soleil levant fascine de plus en plus de jeunes. Ils ont entre 12 et 25 ans, sont abreuvés depuis tout petit de dessins animés japonais et n'ont qu'un seul rêve, rejoindre le pays des mangas. En juin dernier, 2 jeunes fugueuses ont été arrêtées en Pologne. Elles tentaient de rallier Tokyo avec un sac à dos rempli de barres céréales. Aujourd'hui, ils sont des milliers d'ados en France à lire, s'habiller et vivre comme les jeunes japonais. Une vraie tribu avec ses codes vestimentaires et sa musique. Voici plusieurs portraits de Japan Maniac signés Nadia Kletman. Paris, 15e arrondissement. Au 3e étage de cet immeuble bourgeois, une chambre d'ado décorée de dizaines de posters. Ces posters ont tous un point commun. Ils évoquent le rock japonais ou les mangas, la bande dessinée japonaise. Cette chambre, c'est celle de Daphné, 15 ans, collégienne et fan du Japon. Je m'appelle Daphné, mais on m'appelle Suika. Suika, c'est quoi? Pastèque en japonais. Ce jour-là, Daphné alias Suika a invité une copine, Marine, 14 ans. Elle porte des drôles de chaussures et a aussi un surnom japonais. En japonais, tous mes amis m'appellent Chou. Donc voilà. Et chou, ça veut dire quoi? C'est le diminutif de shoujo qui veut dire petite fille, mais étant donné que je trouvais que c'est un petit peu trop long, j'ai coupé à shou, mais les gens prononcent chou même si ça se prononce chou. Pour les 2 copines, ce samedi 8 juillet est un grand jour. Elles vont se rendre pour la première fois à la Japan Expo, le plus grand rendez-vous annuel des passionnés de manga et de culture japonaise. Elles soignent particulièrement leur look. Mèches colorées, barrettes de petite fille, t-shirt rose léopard et jeans troués pour Suika. Ça donne un peu un effet punk à cause de mon pantalon, mais c'est vrai que j'essaie de faire un petit peu un mélange entre le punk et puis la couleur. Comment tu définirais ton look? Kawaii. Ça veut dire quoi, kawaii? Mignon en japonais. Chou, elle, a un style complètement différent de Suika. Robe de soubrette noire et blanche, chaussures à hauts talons et gants en dentelle blanche. Là, c'est ma robe préférée que je mets quand j'ai des occasions un petit peu importantes. C'est dans le style gothique Lolita, en fait. Et, ça veut dire quoi, gothique Lolita? Gothique Lolita, c'est un mélange de... C'est très élégant, c'est du gothique très élégant et mignon, en fait. C'est de mélanger le côté kawaii, le côté mignon, au côté assez sombre. Le style gothique Lolita est apparu au Japon il y a une dizaine d'années. C'est un savant mélange de gothique sombre et de froufrou léger, censé rappeler l'époque rococo. Dans les rues de Tokyo, il n'est pas rare de croiser des jeunes filles habillées en poupées excentriques.
Là-bas, c'est une forme de transgression sociale, un rejet des traditions. Il y a plusieurs formes de Lolita. Les gothiques, toujours en noir et blanc, et les sweet Lolita, qui s'habillent en rose, comme des poupées de porcelaine. Le rêve de Chou, ressembler le plus possible à ces modèles. J'ai tendance à placer très haut les gens d'origine asiatique parce que je les trouve merveilleux, donc voilà. Esthétiquement, merveilleux. Dans le sourire, dans la manière de parler, dans la délicatesse. Je trouve qu'on dirait un petit peu des anges et voilà, quoi, je les trouve merveilleux. Donc toi, ton idéal, ça serait de ressembler à une asiatique, à une japonaise. Ouais. Et elle fait tout pour y parvenir. Face à une passion si envahissante, comment réagissent les parents ? La mère de Suika, Valérie, essaye de comprendre sa fille, mais elle trouve son look vraiment étrange. C'est un peu du déguisement pour moi, mais en même temps c'est du déguisement gay. Donc il n'y a pas trop de problème tant que ça reste décent. Ils disent que je m'habille comme un clown et que je sors déguisée dehors, mais sinon... Et toi, comment tu le vis ça, par rapport à tes parents ? Ça m'énerve un peu, mais je fais avec. Mais tu le fais quand même ? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous accepteriez pas, par exemple ? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous diriez non, ça, tu sors pas comme ça ? Déjà comme ça, je lui dis non, tu vas pas à l'école comme ça, évidemment. Après, j'en sais rien, en fait. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Pour moi, c'est sorti le week-end déguisement, voilà. Seulement voilà, pour Chou et Suika, ces tenues ne sont pas des déguisements. Si elles le pouvaient, elles s'habilleraient à la mode japonaise tous les jours. Dans la rue ou dans le métro, leur look ne passe évidemment pas inaperçu. Les gens me regardent très bizarrement. Enfin, il y a ceux qui te fixent et qui te dévisagent de la tête aux pieds avec un air méprisant, et t'as ceux aussi qui te regardent une demi-seconde et qui tournent le regard tellement ils sont choqués. Et oui, on est très mal regardés. Il y a des gens qui nous insultent aussi, qui nous traitent qui nous disent qu'on est gothique, moi, je me suis déjà fait appeler Satan plusieurs fois aussi. Il y a très élégante, mademoiselle, c'est poupée, ou vous êtes mignonne, machin. Ou sinon, il y a vraiment les regards mauvais qui pensent que c'est parce que généralement mes robes sont assez courtes aussi, qui pensent que c'est de la provocation. Donc c'est des regards très très mauvais. C'est une forme de provocation pour toi d'être comme ça ? Aussi non, ils sont pas spécial. Enfin, moi je suis comme ça parce que j'aime ça. Après les gens, ils aiment pas. C'est leur problème. Et s'ils sont pas respectueux, ils sont pas respectueux. Ils iront pas loin et puis c'est tout. Villepinte, parc des expositions. Des milliers de jeunes s'agglutinent devant les portes pour entrer à Japan Expo. C'est la 7e édition de ce salon et chaque année, le public est plus nombreux. Pas moins de 57 000 visiteurs pour cette édition 2006. Moyenne d'âge, entre 12 et 25 ans. Une génération nourrie au manga, qui lit de la BD japonaise, regarde des dessins animés et écoute du rock made in Japan. Une génération aussi qui refuse de grandir. Jeux vidéo dernier cri, déguisement, maquillage outrancier, l'ambiance est bon enfant. Ici, Chou et Suika sont dans leur élément. Tout leur paraît merveilleux. Vous avez des onigiri ? Oui. Ah, ok. Bon, moi, je reviendrai. Chou, qu'est-ce que tu achètes là ? En fait, je voulais acheter des onigiri, mais non. C'est quoi des onigiri ? C'est du riz emballé dans une algue avec un petit truc au milieu japonais. Oh, t'es trop mignonne. Ah ouais, t'es trop. Chou et Suika rencontrent des copines, d'autres gothiques Lolita. Ici, elles vont trouver tout ce qu'elles aiment en matière de look et à des prix abordables. Le salon leur permet aussi de rencontrer de vrais Japonais, comme ici sur le stand d'un célèbre café de Tokyo, où toutes les serveuses sont habillées en soubrette. Quand la copie rencontre le modèle, entre Françaises et Japonaises, l'admiration est réciproque. La France émerge de l'ensemble du monde comme la plus belle des fleurs. On voit la France comme un pays de toute beauté, à l'image de la mode du temps de Versailles. Beaucoup de fans de manga viennent à Japan Expo déguisés dans le costume de leur personnage préféré. Il y a même un concours pour l'élection du meilleur déguisement manga.
Cela s'appelle du cosplay. C'est un des événements du salon. Sur fond de générique de dessins animés, les concurrents exhibent des costumes souvent faits maison, en imitant les postures de leurs héros préférés. Nous sommes en pleine régression. Qu'est-ce qui vous plaît dans le manga ? Je sais pas, je suis tombée dedans quand j'étais petite, alors l'univers japonais, la culture et tout, c'est vrai que c'est une base. Quand tu étais petite, tu as quel âge ? J'ai 20 ans. À 20 ans. J'ai 20 ans, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée en fait. Le Club Dorothée, c'est l'émission qui a fait découvrir Goldorak et Candy aux enfants des années 80. Depuis, le manga est devenu un véritable phénomène en France. Après le Japon, nous sommes les deuxièmes consommateurs de BD japonaises dans le monde. Et surtout, la culture manga a imprégné toute une génération. Alors pourquoi un tel succès ? Quand Goldorak arrive en France en 1978, c'est un petit peu le choc. C'est la première fois qu'on voit une histoire avec un robot géant, de la science-fiction, des extraterrestres, et puis surtout des thèmes qu'on ne voyait pas dans les dessins animés qu'on connaissait jusque-là, avec un héros qui va être un peu torturé, qui fait des erreurs, alors qu'avant on ne connaissait que Walt Disney avec des histoires merveilleuses qui se finissent toujours bien, ou alors des cartoons avec les dessins animés d'Hanna-Barbera, les Scooby-Doo, etc. À travers les séries qu'on a vues, on a commencé à digérer, sans vraiment s'en rendre compte, de la culture japonaise. Du pays du soleil levant à la banlieue de Toulouse. Nous sommes chez Marion, 15 ans, élève en seconde. Marion a découvert les mangas et le cinéma asiatique il y a 3 ans. Depuis, elle développe une véritable passion pour tous les aspects de la culture japonaise. Il suffit de rentrer dans sa chambre pour s'en convaincre. Ça, c'est du japonais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ami pour la vie. Ça ? Là, tu peux nous montrer ? Ça là, ça veut dire ami pour la vie. Après là-bas, ça c'est un poster de Kagero. C'est du métal japonais. Des posters de groupes de métal japonais, Marion en a plein ses murs. Elle n'écoute que ça. Elle aime leur musique bien sûr, mais pas uniquement. Elle adore aussi le physique de ces musiciens nippons. Je les trouve très très beaux. Et leurs yeux surtout. Voilà. Tu aimerais avoir un petit ami asiatique ? J'aimerais bien, mais bon, c'est pas trop facile à trouver à Toulouse en fait. Marion s'habille toujours en noir avec quelques accessoires gothiques. Elle aimerait aller beaucoup plus loin. Elle rêverait d'imiter les modèles de ses magazines préférés. Mais elle se confronte au refus de sa mère. Elle trouve que ça fait mauvais genre. Moi, je trouve pas, parce que moi, ça me renvoie une image que j'ai du Japon. Donc elle, peut-être qu'elle s'en fait une autre image, je sais pas, d'un mauvais genre, mais moi, ça me fait penser à ça. Donc pour moi, c'est normal, quoi. Et puis sinon, au niveau vestimentaire, quand ça devient trop excentrique, elle dit « Ah non, stop, tu mets pas ça ». Cathy, la mère de Marion, est professeure de danse. Sans avoir l'esprit étriqué, elle reconnaît qu'elles se sont un peu dépassées par la passion dévorante de sa fille. Ça a explosé l'année dernière. Elle était en 3e et là ça a commencé sur les vêtements, regarder beaucoup les asiatiques. Enfin bon, je trouve que ça vient un petit peu par-dessus les problèmes de l'adolescence. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une manière de se démarquer, en fait, un petit peu. Marion, elle a toujours été plus ou moins originale dans sa recherche, dans le vêtement, dans la manière d'être coiffée. Elle avait toujours envie d'être un petit peu à part. Et j'ai l'impression que là, elle a trouvé quand même un terrain où elle peut justement exprimer sa différence et en même temps se détacher un petit peu des modèles que je peux lui proposer. Vous le vivez comme quelque chose qu'elle fait en opposition à vous ? Oui, moi je le vis plus comme ça que comme quelque chose, comme une passion vraiment. Enfin, je sais pas. J'ai cette impression. Donc. Pas très bien. Je le vis pas très bien dans les relations que ça peut instaurer. Après, c'est vrai que j'essaie moi aussi de me rappeler que de mon temps, on va dire, j'avais peut-être aussi des envies de m'habiller différemment, etc. Donc voilà. J'essaie d'être le plus tolérante possible, mais enfin c'est difficile. Il faut mettre quand même aussi des limites à certains moments, quoi. Tu dénigres tout. Non, je trouve qu'il y a des choses excessives. Oui, c'est ça qui est bien. Oui. Entre la mère et la fille, la tension est palpable. Mais tu crois que tous les Japonais s'habillent comme ça ? Non, mais eux, au moins ils respectent, tu vois. Ils respectent. Pas comme certains. Et quand Cathy essaye de s'intéresser un tant soit peu à la mode japonaise et à ses excentricités, Marion n'est pas forcément très agréable. Ça, c'est sympa. Je te verrai pas habillée comme ça tous les jours, mais...
Vous arrivez à vous mettre d'accord toutes les deux sur des vêtements, des chaussures, ou c'est tout le temps difficile comme ça? Ah non, là honnêtement, moi je pourrais pas. Hein. Je vois pas du tout. Goût, maman. C'est pas que j'ai pas de goût, Marion. T'as pas de goût, c'est tout. Quand même. Cherche pas midi à 14h. Je te dis pas ça non plus, quand même. Ce jour-là, Cathy accepte de faire un gros effort. Elle va suivre sa fille dans un restaurant japonais de Toulouse. Pour elle, ce sera une première. Julien, le frère de Marion, va aussi tenter l'expérience. Premier regard sur la carte, Cathy a du mal à choisir. En spécialiste, Marion va la conseiller. Oui, j'essaie de m'intéresser à ce qui l'intéresse, oui. C'est important. C'est important pour vous d'essayer de comprendre? Essayer de comprendre, oui. Même si c'est pas facile toujours. Et puis, bon, mais j'essaie de comprendre. Voilà. Les sushis sont prêts. Cathy va mordre pour la première fois dans un morceau de poisson cru posé sur du riz. C'est vraiment très bon, hein. Surprise. Je suis agréablement surprise parce Elle que aime. je pensais pas que c'était aussi bon quand même. Merci. On va découvrir les sushis. L'expérience est positive. La mère et la fille partagent un bon moment, sans dispute et sans tension. Ouais, ça pique beaucoup. Marion a réussi à faire passer un peu de sa passion pour le Japon à sa maman. Est-ce que c'est une passion au long terme ou est-ce que c'est juste momentané, juste parce que c'est différent, parce que c'est l'exotisme? Je sais pas, on verra. Lubie d'adolescent ou passion durable? La question peut en effet se poser. À Paris, dans le quartier de l'Opéra, nous retrouvons Chou et ses tenues gothiques Lolita. Elle est accompagnée par son copain Erwan, rencontré en cours de japonais. Il se fait appeler Yuki, qui signifie neige. Yuki et Chou ne viennent pas ici par hasard. Ce quartier est connu pour abriter de nombreuses boutiques japonaises. Restaurants, librairies, agences de voyage, épiceries. On pourrait presque se croire à Tokyo. Habitués du quartier, les deux ados ont leurs adresses préférées, comme cette librairie où l'on trouve absolument tout sur le Japon. Pour eux, c'est un petit moment d'évasion vers un pays qui les fait rêver. Si on est aussi intéressé par un pays aussi lointain, c'est parce qu'on n'en peut plus. Une forme de fuite? Ouais, c'est vrai que c'est une fuite. Parce que moi, le fait de rêve. Parce que le fait de. Moi, quand je prends, par exemple, quand je suis dans la gare de chez moi, je suis complètement ailleurs, j'ai ma musique dans les oreilles, je regarde pas ce qu'il y a. Puis là où je peux ouvrir les yeux et là où je peux commencer à parler, à rigoler et tout ça, c'est quand j'arrive ici, quand j'arrive dans le quartier japonais. Parce que pour moi, c'est ça la vraie vie. C'est beau. Je suis contente d'être ici. Je sens que je suis un petit peu chez moi, un tout petit peu chez moi. Pourtant, Chou n'est jamais allée au Japon. Elle rêve d'un pays qu'elle ne connaît pas et dont elle ne voit qu'une image sublimée. Direction l'épicerie japonaise. Onigiri. Les deux ados s'amusent ici à découvrir des produits aussi étranges qu'exotiques. Est-ce qu'il y en a aussi? Il y a vraiment des trucs bizarres. À la pomme. C'est à la pomme, mais je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la... Écoutez, Kinjo, Seka, Jerry, Ringo. Yuki semble ici très à l'aise. Il faut dire qu'il rentre tout juste d'un voyage linguistique à Tokyo. Un voyage qui a été pour lui une révélation. C'était mieux que ce que je pensais. En même temps, j'ai vu des choses auxquelles je m'attendais et donc j'étais heureux parce que c'était des choses que je voulais voir. Puis d'un côté, j'ai découvert d'autres choses, d'autres côtés du Japon où j'avais déjà entendu parler ou bien... Enfin, c'était plus superficiel. Là, ça a été vraiment profond. Dès que je suis rentré, pour moi, la seule chose à faire, c'était d'y retourner. Chou n'a qu'une envie, faire comme son ami, partir au Japon. Mais elle, ce serait pour toujours. Moi, je suis quand même assez fragile au niveau des sentiments, beaucoup. Et j'ai peur que ça me fasse un gros choc de revenir en France. Et je sais pas si je vais être... C'est ça qui fait peur à mes parents, c'est que je leur dis pas, mais si je suis à Tokyo, je sais pas, prendre l'avion de retour, c'est impossible pour moi. On offre un billet pour le rêve, en principe, c'est un aller simple, quoi. Et revenir comme ça, revoir tous les trucs dans Paris, je trouve... ça doit être douloureux quand même. La jeune fille est bien décidée. L'an prochain, elle sera à Tokyo. Elle aura tout juste 15 ans.
On va parler maintenant d'une autre tendance plus répandue mais qui inquiète de nombreux parents. Les adolescentes au look sexy, aux yeux fardés et à la tenue provocante sont partout, dans la rue, au collège et même dans leur famille. Jusque-là, rien de bien grave, il s'agit juste de mode. Mais si l'allure de ces ados les fait passer pour des jeunes femmes, elles ont à peine 14 ans et n'ont pas encore complètement quitté l'enfance. D'ailleurs, le regard insistant des hommes plus âgés les angoisse et les parents sont parfois bien dépassés. Ces jeunes filles courent-elles de vrais dangers ? C'est un reportage de Géraldine Levasseur. Les petits diamants, la couleur elle est jolie. Il est mignon. T'aimes pas? Ah si, j'avoue. Est-ce que c'est de votre âge de porter les strings? Ouais. C'est pas un truc... Putain, il est beau lui. Elfie et Mélanie n'ont que 14 ans. Les bras chargés de paquets, Elfie rentre à la maison. Elle vit avec ses parents dans une banlieue tranquille de Paris. Voici sa mère, Laurence. Mais après, je peux voir. Mais non, mais c'est... Arrête. T'as dévialisé le marché là. Mais ouais. Montrer ses achats semble poser problème à Elfie. Pourquoi tu veux pas montrer à ta maman ce que t'as acheté? Je sais pas, parce que... Je sais pas. Pas maintenant. Non, pas du tout. Non, mais montre-moi, c'est juste vite fait. Un gilet rayé, tout simplement. À contre-cœur, Elfie déballe ses courses devant sa mère. Et puis un jean. Elle montre tout, sauf le string qu'elle vient de s'offrir. Mais sa mère n'est pas dupe. Je lui avais dit non pour les strings. Et puis, il s'est avéré que j'ai vu qu'il y avait des strings dans sa chambre et c'était les copines qui lui donnaient. Donc, jusqu'à ce que son père cède, moi, je tenais bon. Et puis, bon, une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'était sa marque de fabrique et sa marque de féminité à elle, quoi. Elle se démarquait avec ses strings. Alors, tant qu'ils n'étaient pas apparents, j'ai accepté. Dès qu'elle avait les pantalons, trop taille basse et que j'apercevais le string, j'ai dit non, là, ou tu changes de pantalon, ou tu changes de sous-vêtements, mais pas comme ça. Nous sommes vendredi soir et Elfie a invité ses copines. Au programme, essayages et commentaires sur les derniers achats. C'est rien les strings. Hein. Je n'ai plus à l'aise là-dedans et puis là en ce moment si tu portes un slip de grand-mère c'est la honte quoi. D'une part les mecs ils aiment pas ça. Si on se baisse pour ramasser un crayon en classe et que tu vois une culotte dépassée, on va se taper une remarque hein, déjà tu portes même pas de string et tout, sale gamine. Ne pas porter de string, ce serait être une gamine. Mais ce bout de tissu en dit long sur les jeunes filles. Jusqu'à l'année dernière, Elfie n'allait pas bien. Elle a fait pas mal de bêtises. Trop provocante, elle a été renvoyée du collège. Plus elle allait mal, plus son look était sexy. En fait, c'est comme si j'envoyais un signal à ma mère comme en lui disant aide-moi, j'aimerais bien que tu m'aides de sortir de ce trou. Je me fais embarquer, enfin c'est comme si je me faisais embarquer par un bateau et qui allait loin quoi et je m'enfonçais de plus en plus, je me suis déjà fait virer, enfin j'ai fait plein de bêtises. Suivre cette mode Lolita, c'est parfois crier à l'aide. C'est aussi une manière de se faire aimer et d'intégrer des nouveaux groupes de copines. Quand on arrive au collège par exemple. Ça a mis de l'autre côté. Non mais Et si vous vous habillez pas comme les autres filles dans l'ensemble, c'est un problème? Je pense, pour bien s'entendre avec quelqu'un, je pense qu'il faut faire comme si tu lui ressemblais, parler des mêmes choses. Et puis, une fois que tu t'es fait bien accepter par la personne, que tu la connais bien, je pense que c'est plus pour se lâcher. Non, puis même niveau look, c'est clair que au début, il faut s'habiller fashion, un peu comme elle, et après... Vous vous trouvez aguicheuse? Moi, personnellement, des fois, je cherche, ouais. Mais... Tu cherches quoi? Jouer l'allumeuse, des fois. Ouais, voilà. Enfin, quasiment toutes les filles ont déjà joué à ça, forcément. On siffle. Ouais, voilà. Tu siffles? Moi, je sais faire, ouais. Mais tu siffles les garçons? Ouais, quand on a des beaux mecs, on siffle. On drague, je pose des questions, je vois les mecs, je discute. Les filles disent qu'elles n'ont pas froid aux yeux. Elles se sentent obligées de plaire, de se maquiller pour être regardées et aimées. Totalement inconsciente des effets qu'elle procure sur les hommes. Vas-y, je vais essayer. Le haut, vous me dites? Vous avez vu lundi?
fait que vous faites plus que votre âge, vous faites des rencontres avec des gens qui ont plus que votre âge? Ouais. C'est surtout ceux de 18-19 ans qui nous sifflent, qui nous voient et fait t'es charmante quand ils passent ou t'as un numéro pour moi ou c'est possible qu'on se revoie ou des trucs comme ça. Après, ils nous posent une question du genre et t'as quel âge? On dit moi je vais sur mes 15, ils font ah d'accord. Ça casse tout. Ouais, voilà, ils croient trop qu'on est beaucoup plus vieille. Ouais, c'est pourquoi ça casse tout. À 15 ans, tu fais pas les genres de... tu fais moins de choses que comme si t'avais 17 ou 18 ans, je pense. Ouais, qu'est-ce que tu fais pas quand t'as 15 ans? Des trucs sexuels. Non? Ouais, déjà, je pense à ça, c'est sûr, normal. Eux, ils voient que le physique en premier, alors direct, nous, on sait déjà qu'ils pensent qu'à ça, T'as déjà fait l'amour avec un garçon? Non, c'est ok. Et toi, Elfie? L'amour? Ouais. Non. Et toi, Sophie? Non. Non? Déjà d'emballer un mec, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Ça fait combien de temps? Je sais pas, il y a 1 mois. Sérieux? Ouais. C'est la première fois que t'as embrassé un garçon sur la bouche hier, moi? Non, emballer avec la langue. Ça, c'est la première fois. Ce mec, ça, je l'ai fait à mes 5 ans. C'était dur. Ces Lolitas qui jouent aux grandes sont en fait des gamines fleurs bleues, pas du tout prêtes pour les jeux de l'amour. Le père d'Elfie est lucide. Comme elle est dans la séduction, elle répond assez facilement, elle regarde les hommes en face un peu trop et parfois ça peut être... on a tous entendu, on a l'archétype de l'allumeuse. C'est des gamines, quoi. C'est en même temps, c'est des femmes dans leur corps, et puis en même temps, c'est pas des, au point de vue de la maturité, elles sont pas prêtes à affronter ça, quoi. Ça fait peur aux parents en général et aux pères peut-être un peu plus parce qu'en tant qu'homme, on sait aussi que le regard des hommes est parfois un peu brutal, on va dire. Je me suis sentie plusieurs fois en danger, des fois. Mais en danger comment? De peur qu'il se passe quelque chose, de peur qu'il en parle, de peur qu'il la viole, de peur... de peur de tous ces trucs. Quoi. Et de peur aussi que je me mets trop en valeur, comment dire, ils me regardent, que j'ai l'impression, ça y est, ils me voient comme une femme de 30 ans et je suis capable de tout faire avec eux. Et pas du tout, je sais pas comment... Et pourquoi tu t'habilles pas autrement alors? Pourquoi tu changes? Parce que moi je suis la mode et que j'aime la mode et c'est comme ça. La conscience est là, mais le look ne change pas. Alors on a beau essayer de la mettre en confiance, mais quand on voit sa fille habillée comme ça, on a un rejet en disant mais c'est pas le reflet qu'on voudrait avoir de toi, on t'aime pas comme ça, tu nous plais pas, tu vas plaire à certains types de personnes mais pas à nous. Et plus on lui dira ça, plus on la mettra dans un manque de confiance et on est dans une spirale où on a du mal à inverser. Et le miroir, le reflet qu'on a d'elle est très très difficile. On a l'impression de s'être trompé quelque part ou d'avoir loupé une marche. Beaucoup de parents dépassés comptent sur le collège pour les aider à poser le cadre qu'ils n'arrivent plus à imposer à leurs enfants. Banlieue est de Paris au petit matin. Nous sommes dans une école privée catholique. Cette femme s'appelle Laurence Six. Elle est mère de 4 enfants, elle est aussi directrice de cette école. Son cheval de bataille, le look de ses élèves. Car selon elle, il y a de plus en plus de Lolitas au sein du collège. Ok, très bien. Chaque matin, elle les accueille sur le pas de la porte. Une manière de repérer leur habillement et de leur rappeler ce qu'est une tenue décente. Bonjour, comment ça va? T'es pas gelé, toi? Non, tu penses à mettre une veste, d'accord? Décolleté pigeonnant, nombril à l'air, créole géante, bretelles de soutien-gorge qui dépassent, la directrice surveille des excès. Regarde, là t'es trop décolleté. Alors va jeter ton chewing-gum et recouvre tes épaules. Allez, dépêche-toi, merci. Le souci, c'est qu'en fait, cette jeune fille a confondu la tenue pour la plage et la tenue pour l'école. Selon la directrice, ce look Lolita, c'est bien plus qu'une affaire de mode.
Ça veut dire, je pense qu'elles sont pas très à l'aise, qu'elles vont pas forcément très bien, qu'elles ont besoin de se paraître. Parce que si l'être à l'intérieur, ça allait si bien et c'était si cohérent, je pense qu'elles n'auraient pas besoin de mettre autant d'énergie sur le paraître. À mon avis, le paraître est là pour cacher pas mal de choses. Elles s'expriment à malaise ? Je pense. Elle est grotesque. Et puis, un incident, comme il y en a tous les jours. 2 jeunes filles sont emmenées dans le bureau de la surveillante. Mini-short, décolleté, bretelles de soutien-gorge apparentes. Pour moi, ça, c'est pas conforme. Pour moi, c'est pas du tout... C'est radical, je réfléchis même pas. Elles rentrent à la maison. Elles se cherchent. Elles cherchent une identité. Il faut qu'on les aide à trouver leurs identités. Ça fait partie de l'éducatif. Ça fait partie de notre rôle ici dans l'établissement. De leur dire ce qui va comme ce qui ne va pas. On a des jeunes filles ici qui viennent à l'établissement super bien maquillées, super bien fardées. On se demande si avec un tout petit cahier là comme ça et tout, un super beau sac. Pour moi, c'est pas... je viens pas travailler, je viens pas étudier. Je viens faire la belle dans l'établissement. Ils se lèvent le matin, ils se sapent et la première des choses qui leur vient, c'est il faut que je séduise. Et ça, c'est inadmissible pour la surveillante. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Madame Gou? Elle appelle les parents. Ah, elle n'est pas là. C'est la part de l'établissement scolaire de sa fille. Vous savez où La jeune fille n'a rien à nous dire. Elle dit juste que c'est la première fois qu'elle s'est habillée comme ça et que son pull a rétréci au lavage. Les jeunes filles vont rester dans le bureau en attendant que les parents rappellent. Après, moi, quand je vois une jeune fille qui se fait mettre la main ou se faire tripoter, moi, j'ai envie de lui dire, tu te vois un peu comment t'es habillée. Et les garçons, est-ce qu'ils sont vraiment attirés par ces jeunes filles? Il y a des garçons qui voient une fille comme ça, c'est normal que ça va les attirer ou ça va dégénérer ou quelque chose. Ça me choque de les voir comme ça. C'est vraiment... Voilà. Je préfère mieux les filles qui sont bien sécurisées, enfin... Ils se montrent pas trop, quoi. Les filles qui sont un peu discrètes, qui portent pas de décolleté, qui montrent pas son nombril, qui portent pas des jeans serrés ou quelque chose, voilà. Enfin, c'est ce qu'ils disent face à la caméra. Les filles, elles, vont même plus loin. Le petit lapin sur la boucle d'oreille, c'est le symbole de Playboy, la revue érotique. Une autre, un peu plus loin, le porte en médaillon. C'est quoi? Playboy. C'est quoi Playboy? Une marque de quoi? Je sais pas. Et tu ne connais pas la marque? Non. Les filles portent des marques sans même savoir ce qu'elles veulent dire. Les enfants sont victimes de la mode, mais pas seulement. Les parents des jeunes filles renvoyées ne rappelleront pas le collège. Les parents sont en déroute. C'est avec leur complicité, par exemple, que les enfants achètent ces vêtements. Il y a des cadeaux qui sont disproportionnés, il y a des choses qui sont manifestes. Il y a c'est des échanges même monétaires en fait. Ils payent indirectement. Alors ils achètent quoi? Ils achètent le comportement du gamin, ils achètent l'affection du gamin, ils achètent un certain nombre de choses. Certains parents sont dépassés, d'autres jouent aux parents copains. Nous sommes à Bagnolet. Amandine a 14 ans. Christine, sa mère, 41 ans. Comme souvent ce matin, elles se déhanchent ensemble en regardant des clips vidéo. Vous êtes une mère copine? Ouais, enfin bon, il y a jusqu'à un certain point quand même. Hein. J'ai oublié des stricts, moi. J'ai dû zapper quelque chose là au niveau de la sévérité. Non, j'arrive pas. De toute manière, c'est pas la peine, j'arrive pas. Donc, à la limite, je vais être sévère, ça dure 3 secondes et après je suis morte de rire. Donc, je peux pas, quoi. Je reviens un peu parce que c'est vraiment le bordel, le bazar. Dans cette maison, les rôles mère-fille ne sont pas toujours bien définis. Maman? Oui. Mets ça au sale, s'il te plaît. Ah, mais c'est moi carrément qui mets tout ça au sale. Bah, je préfère avoir une mère comme ça qu'une mère stricte. Jupe plissée, collet monté, lunettes, chignon, enfin bien strict quoi. C'est cliché quand même. Ah ben il y en a, hein. Il y en a plus qu'on ne croit. À l'école, je la vois des fois, je me dis purée, elles ont le même âge que moi, je me dis mais même pas en rêve, je me vois comme elles quoi.
Certaines mères comme Christine trouvent leur compte dans la féminisation précoce de leur fille. Être une mère copine, ça a des avantages. C'est une manière de rester dans le coup, de rester jeune, de rester en phase. Ouais, il faut essayer, quoi. Donc c'est pas dire que c'est une lutte de tous les jours, mais voilà, ça aide. Vous lui empruntez des vêtements à elle ? Oui. Ah bon. Oui, souvent. Aujourd'hui, mère et fille s'habillent pareil. Les mères veulent ressembler à leur fille et les limites du look Lolita sont parfois difficiles à poser. Tu m'as emprunté, j'aimerais bien le récupérer. Vous la laissez s'habiller comme elle veut ? À partir du moment où ça tombe pas dans la vulgarité, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et puis, honnêtement, j'ai jamais eu de remarques à lui faire à ce sujet-là, quoi. À chaque fois, c'est toujours très correct, tout en étant un petit peu, entre guillemets, sexy, quoi, on va dire, mais ça va, quoi. Le décolleté, c'est jamais plus que ça. Les jupes trop courtes, les cols en résille, quoique maintenant il faut des toutes petites résilles qui sont assez sympas et que ça passe très bien. Ça, ce genre de rouge, de vernis à ongles comme ça va, mais il serait rouge clinquant, non. C'est quoi la différence avec c'est Bordeaux, toi. Voilà, je trouve que le rouge, ça a une connotation un peu... voilà. Amandine ne met pas de rouge à lèvres vif, juste du gloss. Tout comme le père d'Elfie, la mère d'Amandine craint les regards des hommes. Le bonhomme qui la regarde comme ça, vite fait, au premier abord, il se dit « Ouais, c'est une gamine qui a 18-19 ans. » Après, quand tu la regardes bien dans les yeux... Mais bon, au lieu de la regarder dans les yeux, c'est un peu plus bas les yeux, bien souvent. Tu fais quel âge, à ton avis ? À mon avis, 17. Mais j'ai que 14 ans. Puis c'est normal un petit peu qu'elle se montre comme ça, c'est un peu aussi... mais elle se montre pas pour un homme de 40 ans. 2-3 fois, elle nous a appelé au téléphone. « Maman, j'arrive, mais il y a un monsieur avec la voiture, il me suit, machin et tout. » J'avais trop peur. Ouais, pourquoi ? Ah ouais. Je me suis dit, ouais, il peut m'enlever. Je me suis fait un scénario dans ma tête, mais... Ouais, donc ça veut quand même dire que les jeunes filles aujourd'hui de 14 ans sont en danger. Tout à fait. Mais bon, aussi, c'est aussi les gens, les hommes d'aujourd'hui qui sont un peu pervers. Je ne vais pas l'enfermer non plus. Hein. Christine vit seule avec ses 4 enfants. Elle est divorcée et porte la famille à bout de bras. Elle se débrouille comme elle peut. Ah, par contre, ce qui est bien de ne pas avoir de vivre toute seule avec mes enfants, c'est que je suis pas obligée de faire à manger. J'ai pas un homme à la maison qui m'oblige de faire des repas midi et soir. C'est là, là le samedi par exemple, il y en a une qui a déjà mangé un sandwich, Lucas a mangé des chips et tout à l'heure il va se faire un truc. Ça m'aide quoi. C'est ça c'est ce qui est bien. Et pour l'autorité aussi, c'est la débrouille. Pour l'autorité, quand j'arrive plus à me faire obéir, c'est allô tonton Bernard ou allô tonton Marco, c'est mes frères, je les appelle et ils essayent un peu de recadrer la chose, quoi. Tonton Marco ou pas, Amandine fait la plupart du temps ce qu'elle veut quand elle veut. Elle est une Lolita dont le principal souci est de savoir comment elle va s'habiller le matin. Elle est libre comme l'air, mais ne semble pas si heureuse. Dans sa chambre, Amandine n'a pas de bureau pour faire ses devoirs. À l'école, elle est en difficulté. Elle est en manque de repères. Mais tu as envie de ressembler à ta maman plus tard ? Pas spécialement. T'as envie d'avoir la même vie qu'elle ? Oh non. T'es une bonne élève ? Non. Non ? Non. Et t'aimerais pas être une bonne élève ? Non. Être première de la classe, non, j'aimerais pas. C'est une image qui te plaît pas ? Être toujours à fond dans le cours, rentrer faire ses devoirs, apprendre ses leçons tout le temps, c'est monotone. Pratiquement tout le monde de nos jours est à la mode, sauf les Sainte-Nitouche qui font leurs devoirs et tout. Je comprends pas. Ça, c'est leur mère qui les habille. Elles ont même pas le droit de choisir, elles, les pauvres. Et pourquoi ça va pas bien à l'école ? Parce que je tiens pas en place, et puis moi, j'aime pas quand on me donne des ordres. Il me dit, Amandine, tu te tais, c'est qui pour qu'ils me disent que je me tais ? Mon rêve de métier ? Être avocat. Amandine a de l'ambition. Mais pour l'instant, elle préfère porter des décolletés pour coller à l'image de rebelle qu'elle a d'elle. Elfie cherche à se rassurer en attirant des regards.
Ces tenues Lolita sont devenues un uniforme. Comme de nombreux ados, ces jeunes filles ressemblent à des adultes, dans des corps d'enfants. Les parents y perdent leur latin, et sur le dos de ces mômes, les marques font fortune. Et je signale un livre aux parents qui se sentent un peu impuissants ou perdus face à leurs ados. Je m'en fiche, j'irai quand même. Coécrit par le docteur Patrice Suer et Anne Lamy, édité chez Albin Michel. Une lecture utile pour ouvrir le dialogue. On va parler maintenant d'un phénomène qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Le culte de la maigreur envahit la presse people. Les couvertures exhibant stars et vedettes hollywoodiennes rachitiques sont partout et non sans conséquences. Les ados sont de plus en plus nombreuses à tester l'anorexie comme on s'essaierait à un nouveau sport. Quelques clics sur le net suffisent pour basculer dans l'univers ahurissant de la communauté pro-ANA. ANA pour anorexique. Ce mouvement prône une maigreur obsessionnelle, planifiée et tente de faire passer cette pathologie pour un choix de vie. Ces jeunes filles partagent ainsi les étapes de leur autodestruction. Sophie Caranta a enquêté sur ce phénomène. Elle a rencontré plusieurs d'entre elles qui nous livrent leurs témoignages. Attention, certaines images sont difficiles. Être mince, c'est bien. Mais pour de plus en plus de jeunes filles, ce qui est branché, c'est d'être maigre. À la une des magazines People, les porte-drapeaux de ce nouveau phénomène s'appellent Nicole Richie, les sœurs Olsen ou encore Keira Knightley. Des artistes presque inconnus jusqu'à ce qu'elles décident de maigrir à l'extrême. C'est Hollywood qui a lancé la mode de l'ultra-maigreur. Leurs photos font le tour du monde, créant dans leur sillage un véritable phénomène de mode. C'est à elles que certaines adolescentes veulent aujourd'hui ressembler. Quand on voit par exemple Nicole Richie qui pèse pas plus de 43 kilos aujourd'hui, alors qu'avant elle était on dirait ronde, je dirais même pas mal ronde, et que maintenant elle fait que même la taille 32 c'est trop grand pour elle, on se dit mais le rêve quoi. C'est pas du tout la même personne, pas du tout le même corps et on se dit waouh c'est génial. Moi je trouve ça bien proportionné, c'est joli. En plus on voit les os, je sais pas, moi j'aime bien. Nicole Richie en plus elle soutient le mouvement pro-ANA, elle porte le bracelet rouge aussi. Donc ouais, c'est un peu une marraine on va dire. Alors, comme son égérie Nicole Richie, Sarah elle aussi porte le bracelet rouge. Sarah est membre de la communauté pro-ANA, comprenez pro-anorexie, une expression venue des États-Unis qui revendique l'anorexie comme mode de vie. On porte ce bracelet pour montrer qu'on est de la communauté ANA et on ne considère pas l'anorexie comme une maladie en fait. Sarah a commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire à l'âge de 17 ans. Elle a d'abord connu une période de boulimie et depuis quelques semaines, elle a décidé de s'affamer pour être une vraie pro-ANA. Son but, perdre 11 kilos en un mois et pour y arriver, Sarah a un discours qui fait froid dans le dos. Un verre d'eau, c'est tout ce que tu t'es autorisé depuis ce matin ? Ouais, depuis ce matin, ouais. Même ce matin, je crois que j'avais même pas bu, je pense. Depuis ce matin, t'avais rien avalé ? Ouais. Non, c'est depuis 2 jours. Mais dans combien de temps tu comptes manger là ? Si ça fait 2 jours que t'as pas mangé, Ouais. Tu vas manger de ce soir, demain ? Non. Mais tu vas tomber dans les pommes à un moment. Je vais continuer mes vitamines, mes médicaments, mes ampoules, mes thés, mes boissons énergétiques, mais ouais, ça sera pas de solide, quoi. Ça sera des liquides. Mais tu sais que malgré tout, la norme pour une adolescente, c'est 2000 calories par jour. Oui, j'ai vu ça. Enfin, la norme pour les femmes, c'est 2000 calories. Pour toi, ce chiffre 2000 calories, ça représente quoi ? C'est énorme, c'est trop. Je pourrais jamais ingurgiter pour 2000 calories. Même si c'est un petit truc qui fait un nombre de calories, mais je trouve ça beaucoup. Enfin, pour moi, c'est trop. Parce que derrière ça veut dire quoi ? Ça veut dire je vais grossir ? Ah oui, 2000 calories, ouh. Et en plus, si on fait pas d'exercice à côté, c'est encore pire. Donc 2000 calories, non. Déjà au début, j'étais à 200 calories par jour. Je trouvais ça beaucoup, donc 2000. 200 calories par jour. T'as commencé comme ça, ta phase anorexique ? 200, 300, ouais. Cette communauté des pro-ANA est avant tout virtuelle. Les filles se retrouvent via Internet sur des sites pro-anorexiques. C'est comme ça que nous avons rencontré Charlotte, une jeune fille de 16 ans qui vit en Normandie. Elle voulait maigrir, mais au lieu d'en parler à sa mère ou d'aller suivre les conseils d'un médecin, elle est allée sur ces sites. Tu veux maigrir ? Oui. Tu veux maigrir de combien de kilos ? Je vais aller jusqu'à 45.
Tu fais combien là en ce moment? 57. Tu veux perdre plus de 10 kilos? Ouais. 12 kilos tu voudrais perdre? Ouais. Tu voudrais perdre vite? Ouais. Et pourquoi tu vas pas voir un médecin? Parce qu'ils comprennent pas, ils vont refaire un vieux régime là qui fait perdre 2 kilos en un mois. Ça fait, on en a pour 1 an en tout. C'est pour ça que tu trouves que via Internet, et via les blogs et via les sites Proana, on arrive à aller plus vite? Toutes les filles qui vont dessus, logiquement, elles y vont plus vite. En tombant sur les sites Proana, Charlotte s'est faite piéger. Mais elle s'est laissée tenter et s'est mise à suivre les consignes données par d'autres jeunes filles sur le net. J'ai vu des trucs, des conseils, etc. Mais je me suis pas dit je veux devenir Proana. Mais par exemple, tu as des souvenirs de conseils? Enfin, quel type de conseils? Manger 400 calories dans la journée, par exemple 100 calories le matin, 100 le midi, 100 l'après-midi, 100 le soir. Diluer du citron, les petites bouteilles jaunes avec le bouchon vert avec de l'eau. Et après, t'en prends une par jour et puis ça coupe la faim. Sur les forums, les adolescentes blogueuses s'échangent des conseils. J'ai 16 ans, je mesure 1m60 et je pèse 90 kilos. Et je voudrais devenir anorexique. Ou encore, j'aimerais bien que vous me donniez des trucs pour vomir. Réponse d'une Proana blogueuse. Je suis en train de tester un truc, le thé chaud. Ça te fait beaucoup de diarrhée. Pour se motiver, les filles créent leur blog, sorte de journaux intimes sur lesquels elles mettent des images qui les inspirent, qui les fascinent. Et puis elles écrivent, elles parlent de leurs douleurs, de leurs états d'âme. Elles établissent un programme, comme celle-ci qui prévoit de jeûner le matin, de vomir son repas de midi et le soir de ne rien manger encore. C'est comme ça qu'une jeune fille de 19 ans, qui tenait son journal, a annoncé fièrement tout l'été qu'elle perdait 1 kilo par jour. Au mois de juin, elle pesait 85 kilos. Cette jeune fille est morte la semaine dernière. Elle avait atteint 36 kilos pour 1m69. Nous avons trouvé son blog. Et sur la dernière page, sa sœur a écrit ces mots. Je ne sais comment vous annoncer que ma sœur a eu une crise cardiaque hier, après 17 heures de coma. Je veux l'annoncer ici pour les filles, car c'est à cause des Proana que ma sœur est partie rejoindre les étoiles. Son blog a été fermé depuis par sa famille. Le problème de ces sites, c'est qu'ils ont très vite dérivé. L'anorexique passe très vite des bons conseils aux mauvais conseils, et on en est vite arrivé à une dégradation et une synergie vers le bas, quoi. C'est-à-dire qu'elles s'entraînent toutes vers le bas en se donnant des conseils pour maigrir. Les Proana ont une véritable philosophie de vie qui est définie par des codes. La maigreur est belle, tu seras maigre, tu feras tant de gymnastique, enfin en gros tout ce qu'il faut pour devenir une anorexique en danger. Il se cache derrière cette philosophie une véritable maladie, une véritable douleur qui peut entraîner certaines personnes à devenir des anorexiques. Il est difficile de mesurer l'ampleur de ce mouvement, car les Proana évitent les circuits médicaux. Mais certains spécialistes ont senti le danger. Comme ici dans cette association, la Note Bleue, qui traite des troubles du comportement alimentaire. Olivier est un ancien anorexique. SOS Anor TCA, je vous écoute. Son travail, rassurer et aider les patientes par téléphone, mais aussi tenter de faire de la prévention pour lutter contre les sites Proana. Les photos qui servent de base, les photos de mannequins qui sont transformées et déformées avec Photoshop, et qui servent de base aux illustrations des sites Proana. C'est ce qu'on voit sur les blogs aussi, en fait. Ouais. Donc t'as la vraie et la fausse. Ouais. Et oh là là. La mystification est parfaite, en fait. Elle est parfaite parce que une fille de ce poids-là n'est pas souriante, est incapable de vivre avec d'autres gens. Elle n'a d'abord plus de cheveux, elle a les dents qui vont mal. Donc, on montre des gens qui dans la réalité seraient d'ailleurs hospitalisés pour ne pas dire mortes. Hein. En fait, le plus violent de ces images, c'est pas l'image elle-même, c'est que quelque part, une anorexique qui voit ça, le vit comme normal. C'est ça qui est énorme. Si vous mettez une anorexique devant son image dans un miroir, qu'elle fait 21 kilos, elle est capable de vous dire qu'elle se sent de la graisse dégoulinée sur les jambes, qu'elle se voit un bourrelet, etc. Donc le plus violent, c'est sans doute ça. Alors évidemment, il y a la violence telle qu'on la vit nous. Ces images sont horribles et font peur. Mais je vous dis, le plus violent, c'est que justement, pour l'anorexique, une anorexique avancée, cette image, elle est normale.
Et c'est de ça dont il faut les sortir. Ces images truquées font peur, mais la réalité est-elle si loin de ces caricatures ? Le milieu de la mode a été récemment accusé d'incitation à la maigreur. Il y a 15 jours en Espagne, les organisateurs de la semaine de la mode à Madrid ont jeté un pavé dans la mare. 5 mannequins ont été exclus des podiums par des nutritionnistes. Leur tort, être en dessous de 57 kilos pour 1m78. Selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé, elles seraient en sous-poids. Mais cette mesure n'a pas été suivie, et pour cause. La réalité, c'est que la plupart des mannequins sont en dessous du poids requis par l'OMS. Nous sommes allés enquêter juste avant les défilés de la semaine de la mode à Paris, chez le couturier français Jean-Charles de Castelbajac. Il nous a ouvert ses portes le jour des essayages de sa collection, qui va être présentée dans quelques jours. Le créateur a une idée très précise de ce qu'il veut pour son défilé. Les mannequins qui vont défiler pour moi la semaine prochaine vont sans doute être blondes pour la plupart. Elles seront longilignes, elles seront avec des attaches très fines pour traduire vraiment l'essence de cette collection. C'est le jour du casting. L'équipe du couturier a une journée pour choisir les mannequins qui défileront sur le podium. Ils ont besoin de 23 filles. Et ce ne sont pas moins de 500 mannequins qui vont se présenter toute la journée. Next one, please. On fait une présélection, on veut des filles très grandes, très minces. C'est quoi très mince? Très minces, très fines. Très fines. Vous en avez vu? J'en ai vu de très très jolies. Le très très fin, c'est pour que ça rentre dans les tenues que M. Castelbajac a dessiné. C'est en fonction de la collection aussi. Vous, il faut une taille 34. Ouais. C'est ça, c'est la taille 34. Du 34. C'est le tour de taille qu'il faut avoir pour être mannequin. On est loin du 40, la taille moyenne des Françaises. Next one, please. C'est toutes les filles qu'on a vues sur Londres, sur Milan, chez Prada, chez Christopher Kane, chez... On continue demain, ce n'est pas fini, mais c'est des choix de premier niveau. Elles font toutes 1m79 minimum. Elles sont superbes, 15 ans, 16 ans. Beaucoup de présence. En 30 ans, j'ose pas dire que ça va être 30 ans de carrière, mais en 30 ans de carrière, j'ai vu une évolution de la morphologie d'une manière flagrante. Lorsque dans les années 80, des années 70, c'était le pouvoir des Suédoises et de jeunes filles extrêmement charpentées. Ensuite, il y a eu les années 80, qui étaient des jeunes filles qui étaient plutôt des métisses, des blacks. Ensuite, les années 90, avec beaucoup de jeunes filles brésiliennes. Et aujourd'hui, toute une génération qui vient plutôt de l'Est, très souvent, ou même d'Angleterre, qui est plus jeune, donc c'est ce qui emmène vers ce hiatus sur la morphologie, parce que à 14 ans, à 16 ans, on n'a pas la même morphologie qu'elles auront à 18 ans. Ces jeunes mannequins comme Lara sont en réalité des très jeunes filles avec des corps d'enfants. Elles sont donc forcément très menues. Mais pour les trouver, il faut aller aux 4 coins de la planète. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. D'où viens-tu? Je viens d'Irlande. Amanda. Je m'appelle Amanda. Je viens du Brésil et j'ai 17 ans. Je m'appelle Eva. Je viens de Pologne. Viviane. Je m'appelle Viviane. Je viens du Brésil et j'ai 16 ans. 16. Et combien tu pèses? Je sais pas. Je me suis jamais pesée. Les mannequins sont en fait de plus en plus nombreux sur le marché. Et pour se démarquer, les filles doivent être de plus en plus maigres. C'est ce que dénoncent aujourd'hui certaines agences de mannequins. Maintenant, il y a quand même beaucoup de mannequins. Et donc, c'est la compétition. Et voilà, c'est à celle qui aura le plus beau corps, ou si on peut appeler ça joli. Donc elles se battent pour être la plus maigre, la plus fine. Donc elles s'affament. Mais c'est pas l'anorexie en tant que maladie mentale. C'est pas des filles qui veulent disparaître. C'est des filles qui au contraire se disent plus je suis maigre, plus ça va marcher. Les mannequins s'affament-elles vraiment? Retour dans les couloirs du couturier Castelbajac. Alice est une jeune mannequin de 22 ans. Même si elle affiche des mensurations parfaites, pour se maintenir dans la course face aux jeunes, elle est obligée de surveiller son poids. Je viens du Luxembourg. J'ai 22 ans. 22 ans. Et tu mesures combien? 1m79. Pour combien de kilos? 50.
50. Normalement, je dis pas ça parce que tout le monde qui crie et tout, mais non, je mange normalement, quoi. Je me prive pas, enfin, j'essaie de pas manger les pizzas et les trucs très gras, mais je me fais plaisir et je sais pas, je prends pas en faisant du sport et tout. Tu as mangé quoi aujourd'hui, par exemple? Là, j'ai pas trop eu le temps. C'est pas un bon jour parce que les castings ont commencé. J'ai rien eu le temps, j'ai couru et tout, mais en rentrant chez moi, je ferai un truc. Ok, pas à la cuisine, mais à l'hôtel, c'est pas génial, mais. Ce sera quoi? Hein? Ce sera quoi? Je sais pas, des fruits, yaourts, ce qui est à ma portée de main. Un yaourt et des fruits, ce n'est pas lourd dans une journée. Sans s'en rendre compte, les mannequins se mettent à manger de moins en moins. Géraldine Maillet a aussi connu les restrictions. Cette ancienne mannequin a vécu la gloire des podiums il y a 10 ans. Vous vous êtes affamée, vous? Oui, j'ai arrêté de manger petit à petit, ouais. Mais tranquillement, sereinement, avec beaucoup de joie de vivre, parce que je trouvais que ça marchait, que j'étais bookée pour plein de défilés, qu'on voyait que j'étais jolie en photo, que c'était pas dangereux, ça mettait en péril rien du tout. On picore, c'est-à-dire que on va se lever, on va prendre une pomme avec beaucoup de thé, et puis après on va attendre, et puis après on va prendre un sandwich, mais le sandwich, on va manger ça du sandwich. Ou alors on va prendre ça du sandwich, et puis le soir on prendra un potage. Donc c'est-à-dire que petit à petit, on réduit les quantités, on réduit les apports en calories, et on mange de moins en moins. Géraldine vient d'écrire un livre sur le milieu de la mode. Aujourd'hui, elle mesure la responsabilité qu'ont les mannequins auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, l'image qu'elle projette et l'image qu'elle montre de la beauté, du glamour, de ce qu'il faut être pour être dans le coup, pour être tendance, pour être hype, pour être comme il faut pour la jeunesse aujourd'hui, pour les adolescentes, eh ben, il faut leur ressembler, quoi. Donc, comme elles ont une image comme ça, forcément, les adolescentes disent, pour que je sois désirable, pour que j'ai du succès, pour qu'on m'aime, pour qu'on m'admire, il faut que je sois aussi maigre qu'elle. C'est ce que Caroline a en tête. Pour être belle et désirable, il faut être maigre. Caroline a 24 ans. Cela fait 10 ans qu'elle a des troubles du comportement alimentaire. Elle oscille entre des périodes d'anorexie et de boulimie. Aujourd'hui, elle n'a plus conscience de l'image de son corps. Elle ne sait plus à quoi elle ressemble, elle n'a plus de repères. Je crois que même si aujourd'hui sur ma balance me réaffichait 40 kilos, je me verrais toujours grosse. Et elle affiche combien aujourd'hui? Elle affiche 52. Et pour vous, c'est un chiffre qui veut dire quelque chose? Pour moi, c'est énorme. Pour moi, je suis grosse, quoi. Je crois qu'on n'a pas conscience de notre poids et 40 kilos, après c'est 39, c'est 38 et je crois que c'est sans fin. Jusqu'au moment où c'est le corps qui dit stop, je peux plus. Caroline a pris conscience qu'elle est malade. Après avoir lutté seule pendant des années, aujourd'hui Caroline a décidé de se soigner. Mange pas, t'es trop grosse. Et faut que t'ailles te peser et calcule tes calories. Ouais. Écoute pas ton corps, écoute pas ton estomac, ni tes envies. Ça fait peur, Ouais. On a vraiment l'impression qu'on s'en sortira pas. Pour Caroline, la guérison sera longue, mais il y a malgré tout de l'espoir. Aujourd'hui, une fille anorexique sur 3 sort indemne de cette longue période de troubles. Voilà un reportage de Sophie Caranta. Je suis avec Xavier Pomereau. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, grand spécialiste des adolescents et l'anorexie est une maladie que vous connaissez bien. Alors, que pensez de la prolifération de ces blogs pour commencer et comment aider ces jeunes filles à ne pas tomber dans le piège? Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'évidemment, la prolifération des blogs, ça vient aussi dire le besoin que des jeunes filles qui sont attirées par l'anorexie ont besoin de se regrouper entre elles. Et je crois qu'il faut à ce moment-là se dire que d'un côté, les blogs peuvent susciter sans doute des désirs chez certaines jeunes filles, mais c'est aussi une manière de traduire le besoin qu'elles ont de ne pas se retrouver toutes seules, confrontées à la maladie, préférant rationaliser en quelque sorte et se retrouver entre semblables pour se rassurer, parce que c'est sans doute aussi très éprouvant de savoir qu'on a du mal à manger, qu'on a du mal à se nourrir, qu'on est tout le temps obligé de
faire attention à ses formes, à son poids. Alors, on parle peut-être pas assez des séquelles irréversibles sur la santé. Dans le reportage, on a vu que l'anorexie nous mène jusqu'à la mort, on le sait, mais il y a aussi des séquelles très lourdes et graves sur la santé. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Bien sûr. Déjà, bien sûr, les séquelles, comme toute privation alimentaire poussée à l'extrême, les cheveux, les dents, les os qui vont se fragiliser, bien sûr, tous les ingrédients nécessaires à la bonne marche de l'organisme, et au cœur en particulier. Il faut savoir que donc des jeunes filles qui tombent dans des situations extrêmes peuvent avoir un arrêt cardiaque qui survient à n'importe quel moment. 10% des jeunes filles malades de l'anorexie meurent de cette maladie, soit par accident de ce type, soit par suicide. Alors que faut-il dire aux parents et à partir de quels signes doit-on être alerté ? Moi, j'aurais envie de leur dire qu'il faut surtout pas banaliser et surtout pas aller dans le sens de la jeune fille. C'est-à-dire, en gros, une jeune fille qui coupe les petits pois en 4 dans son assiette, qui pèse ses aliments, qui fond comme neige au soleil, il faut pas que les parents adhère à ce qu'elle va dire, qu'elle n'a pas faim, que demain ça ira mieux, etc. Quand ça dure comme ça, et quand les gens voient manifestement que la jeune fille est en déperdition absolue, il faut qu'ils réagissent et qu'ils se fassent aider, parce que tout seuls, ils auront énormément de mal à pouvoir réagir. Les jeunes filles anorexiques sont très fortes, mais elles sont aussi très fortes pour persuader les autres. C'est ça. Donc elles sont capables de dire à leurs parents, mais non, les parents, ne vous inquiétez pas, j'ai perdu 15 kilos, mais regardez, j'en ai encore trop, je suis encore beaucoup trop grosse, regardez. Et alors elles vont utiliser à ce moment-là les images de la publicité pour dire, mais regardez, telle star pèse moins que moi. Et elle va bien. Vous restez avec moi, on en vient maintenant à un autre phénomène que vous connaissez bien, c'est le marquage de la peau. Se faire tatouer ou percer relève rarement d'un coup de tête. La démarche est personnelle et réfléchie. Si aujourd'hui afficher un nombril strassé ou une épaule customisée se banalise, l'engouement pour ces transformations ne cesse d'augmenter. Il y a ceux qui revendiquent une dimension esthétique, mais il y a aussi ceux qui vont beaucoup plus loin et qui, c'est souvent lié, vont beaucoup moins bien. Cela s'inflige des scarifications ou d'autres maltraitances qui révèlent une crise identitaire profonde. C'est un reportage d'Isabelle Cotenceau pour TAC Presse et Zone Interdite. Attention, certaines images à la fin de ce reportage peuvent choquer les plus sensibles.